Bonjour à tous et tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Yoko, secrétaire général du syndicat des négociants en art, toujours le SNA, avec qui nous allons faire le point sur la vision de marché qu'ont les galeries présentes dans ce syndicat. C'est parti, c'est Art et Marché. Et je suis ravie de recevoir Christophe Yoko, qui est secrétaire général du syndicat des négociants en art. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, on dit maintenant négociants en art et non syndicat national des antiquaires. Voilà, donc ça reste SNA, mais ça a changé de nom. Mais vous avez les mêmes casquettes, les mêmes fonctionnalités. Oui, tout à fait. En fait, ça reflète simplement l'évolution de notre syndicat qui, bien sûr, comprend nombre d'antiquaires, mais de plus en plus de galeries d'art. D'accord. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait plus approprié de devenir le syndicat des négociants en art. Et donc, vous avez dressé une sorte de bilan de la santé économique des galeristes donc, qui constituent votre syndicat. Pourquoi est-ce que vous avez fait un point maintenant sur cette santé économique ? Écoutez, c'est intéressant de le faire régulièrement déjà, de même que, vous savez, ce fameux rapport annuel de Clark McAndrews qui parle de l'évolution du marché de l'art, et de voir à notre niveau, au niveau de notre groupement qui représente quand même près de 250 galeries d'art, de voir un petit peu quelle est l'évolution. Bon. Et en plus, on a eu récemment, il y a une dizaine de jours, la réunion qui se passe 3 fois par an de l'Observatoire du marché de l'art, qui sous l'égide du ministère de la Culture, et c'était l'occasion justement de parler du marché de l'art, de la situation du marché de l'art lors de cette réunion. Et c'est la raison pour laquelle il me paraissait intéressant de se tourner vers nos adhérents pour avoir leur réaction, pour essayer de faire une analyse la plus objective possible. D'accord. Et quelles étaient les questions que vous avez souhaité leur poser plus spécifiquement ? Les questions, c'était d'abord sur l'évolution de leur activité. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires? Et puis surtout, très rapidement, de parler des canaux de vente, de parler des obstacles qu'ils voient aujourd'hui, de leurs préoccupations majeures, et je dirais de l'avenir. Voilà. D'accord. Et donc, sur leur activité, vous êtes remonté jusqu'à quand? Comment est-ce que ça évolue En fait, c'est plutôt de regarder quelle est l'évolution de leur activité actuellement, quel est leur ressenti en termes d'activité, et plus que ressenti, simplement, quelle est l'évolution, par exemple, de leur chiffre d'affaires pour cette année, sur le premier trimestre, ou quelle est l'évolution qu'ils ressentent pour 2025, puisqu'on est déjà quand même pratiquement à moitié de l'année, si ce n'est pas davantage, puisque l'été, il ne se passe pas trop de choses. Et comment ça se passe du coup pour eux ce premier semestre? Je dirais globalement, sans surprise, avec la situation économique, mais surtout la situation géopolitique, la plupart des galeries prévoient davantage une baisse de leur chiffre d'affaires qu'une activité qui soit flamboyante, bien évidemment, sur l'art. Je dirais que ce n'est pas une grande surprise. Alors après, il y a des différences, il y a des évolutions. On voit davantage de clients internationaux, ce qui est une bonne chose. Mais fondamentalement, c'est cette évolution qui est ressentie, qui est constatée par nos galeries. Et dans vos galeries, c'est toute spécialisation confondue, ou vous êtes vraiment ciblé? Non, à ce stade-là, c'est une bonne question et c'est quelque chose que l'on prévoit de faire dans l'avenir. Mais là, l'objectif, c'était d'avoir une vue qui soit globale. Et d'ailleurs, je mentionnerai aussi, parce que c'est très très important pour comprendre notre activité, 2 tiers à peu près de nos adhérents sont vraiment des TPE, ce qui veut dire qu'ils sont moins de 3 personnes très souvent, si ce n'est pas unipersonnel. Et c'est intéressant aussi pour comprendre les challenges qu'il y a pour toutes ces galeries à l'avenir. Et c'est vrai que du coup, c'est des très petites entreprises, donc c'est d'autant plus difficile pour eux de rebondir s'il y a des difficultés économiques. Enfin, je veux dire, ça ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur, etc. Comment est-ce qu'ils arrivent à trouver des moyens pour essayer de permettre à leur activité de continuer, de fleurir? Écoutez, il faut s'adapter parce qu'on a eu cette période de Covid qui a amené un choc brutal, bien évidemment, pour tout le monde et pas seulement les galeries, mais qui a permis aussi de réfléchir, de se dire, est-ce que notre métier va changer? On disait au moment du Covid que tout ce qui est digital va être de plus en plus important, aux dépens, par exemple, des foires et des salons. Et lorsqu'on regarde les canaux de vente, et de nouveau, la réaction, les réponses de nos adhérents, finalement, la situation n'est pas tout à fait ce qu'on pouvait imaginer à l'époque. C'est-à-dire que dans les canaux de vente, les foires, les salons
ont toujours une importance très significative. Bon, peut-être différemment qu'autrefois, c'est-à-dire des événements très spécialisés. Là, on sort du printemps asiatique. Bon, un événement très spécialisé qui a amené un grand nombre de collectionneurs d'art asiatique, qui fait que les marchands étaient satisfaits et veulent revenir. Pour prendre cet exemple très très récent. Bon. Par contre, on entend, on ressent que les galeries, les fréquentations dans les galeries ont changé. D'accord, à quel niveau? Simple fréquentation, autrefois, il y avait des collectionneurs qui avaient l'habitude, le week-end, on va se faire plaisir, on va visiter les galeries. Ça semble être maintenant une situation qui est différente. Et ce qui explique d'ailleurs que malheureusement, on voit des fermetures de galeries régulièrement, alors que ce soit pour des raisons économiques également, soit également simplement de se dire je fais des salons, je dois être présent sur le digital, j'ai une galerie sur rue, tout ceci devient très compliqué, d'autant plus si on est 1, 2 personnes, 3 personnes dans cette galerie. Donc le modèle de galerie éphémère prendrait peut-être plus d'ampleur dans ce... Galerie éphémère, salon spécialisé et présence en effet sur les bons événements. Ou les événements tout simplement. Il y a des galeries maintenant qui opèrent en appartement et afin d'amener des collectionneurs pour les voir, ça va être d'organiser des événements, d'organiser des dîners par exemple, qui fait que l'on va pouvoir réunir les bonnes personnes au bon moment. Il y a une autre évolution aussi intéressante qui est les canaux de distribution, les plateformes. Plateforme de vente en ligne, alors. Je pense les Artsy et autres, exactement, où les résultats semblent décevants. Le point qui nous est mentionné est de dire ces plateformes coûtent quand même un abonnement mensuel qui n'est pas négligeable du tout, qui semble d'ailleurs être avec une hausse, une inflation qui est significative chaque année, pour des résultats finalement qui ne sont pas ceux que l'on escompte. Donc ça veut dire qu'au sortir du Covid, on pensait que le digital serait le maître mot partout. Finalement, c'est plus la vente en personne, pas forcément en galerie, mais du relationnel qui compte encore plus qu'avant. Oui, et finalement, c'est pas non plus complètement aberrant quand on pense à l'art. On a envie de le sentir, on a envie de le voir. Donc s'il y a des occasions d'événements qui permettent d'être en contact avec l'œuvre, c'est quelque chose qui finalement est assez logique. Et donc de plus en plus de galeries se tournent vers... je vais appeler ça de l'événementiel, mais ça va peut-être pas forcément être perçu comme ça, mais plus de la mise en scène aussi, peut-être plus de dîners, justement, comme vous parliez, d'événements autour de leurs expositions et de faire venir à la galerie. Ou des événements très spécialisés. Je mentionnais le printemps asiatique, mais là, début septembre, on aura le parcours des mondes. C'est un événement qui marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réunion d'un nombre de marchands significatifs dans le même domaine, et qui fait que pour des collectionneurs dans ces domaines, dans l'art africain, dans l'art tribal, ainsi de suite, ils vont vouloir venir à Paris pour justement rencontrer toutes ces galeries qui font un effort à ce moment-là en termes de présentation, montrer leurs dernières acquisitions ou sur des thèmes bien particuliers. Donc au sein du sondage que vous avez opéré, c'est ça qui vous a le plus marqué ? Cet aspect, on croyait que c'était plus digital que ça ne l'est finalement? Oui, on le voit d'ailleurs, je crois, dans ce fameux rapport Claire McAndrews. UBS, on a vu, exactement, UBS TFAF, on a vu une légère diminution des ventes en digital, justement. Je parle au niveau des galeries. Oui. Bon, il est bien évident qu'au niveau des maisons de vente, mais que veut dire le digital dans les maisons de vente? Parce que aller voir un objet, l'acheter après en se mettant en ligne, est-ce que c'est du digital? J'en suis pas certain. Bon. D'accord. Et vous avez parlé aussi des freins qu'ils rencontrent. Ça, ce serait à chaque fois des freins pour justement se développer d'autant plus cette mise en relation, ce relationnel? Oui, alors, oui, au niveau des freins, ou disons préoccupations, il y en a 2 types. Bon. Il y a le premier, ce sont les réglementations. Surtout que la place de Paris aujourd'hui a augmenté de manière très significative sa part de marché mondial ces dernières années. Bon. Et donc, ça veut dire concrètement qu'il y a davantage de collectionneurs internationaux qui viennent à Paris. Et entre les droits de douane, pour prendre un sujet d'actualité, et j'ai entendu que les droits de douane n'impacteraient pas le marché de l'art, c'est inexact. Il y a certains domaines, je pense au design par exemple, juste pour mentionner celui-ci, voilà, exactement, qui pourraient être impactés de manière très significative. Mais pour l'instant, c'est pas encore appliqué. Oui, mais il faut y travailler, c'est ce que nous faisons, parce qu'il faut essayer aussi d'influer dans le bon sens et de ne pas partir du principe que le marché de l'art est finalement pas très concerné par ces droits de douane américains. La complexité des réglementations, par exemple, importées aux États-Unis dans un certain nombre de domaines, est devenue compliquée.
On l'a vu, par exemple, la semaine d'art asiatique de New York était un événement mondial extrêmement important. Mais aujourd'hui, à la suite d'accords qui ont été passés entre les États-Unis, le Népal, la Chine, l'Inde et tout, les complexités d'importation sont significatives, même si tous les objets sont parfaitement en règle et sont bien documentés. À ça s'ajoute la réglementation du 28 juin qui va arriver. Oui, alors là, la réglementation du 28 juin, oui, dans 5 jours, hein, malheureusement, va également impacter, là ça va impacter de manière très très significative certains domaines, et je parlais de notre part de marché, ça va impacter notre part de marché à Paris, parce que dans des domaines comme l'archéologie, comme l'art asiatique, l'art tribal, précolombien, ainsi de suite, en fait ça va devenir, je ne vais pas dire quasiment impossible, mais presque, de pouvoir importer des œuvres d'art venant hors communauté européenne. Et il ne faut pas oublier que c'était une source tout à fait légale. Je veux dire, là, on ne parle pas d'objets qui auraient fait l'objet de trafic ou de manque de provenance. Mais même nos collectionneurs qui avaient l'habitude d'aller acheter chez Sotheby's, chez Christie's à New York ou ailleurs, ça va être pratiquement impossible de le faire en fonction de cette réglementation qui est partie d'un très bon sentiment, d'une très bonne volonté. Ce n'est pas du tout la question. Nous sommes tous d'accord là-dessus et nous sommes les premiers à lutter justement pour avoir des provenances sur les objets, mais dans son application, en fait, qui fait que ça devient pratiquement impossible de pouvoir faire des importations de ce type-là. Alors que les exportations, d'ailleurs, vont pouvoir continuer sans trop de difficultés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à terme, un appauvrissement des œuvres d'art du marché extra-européen. Voilà. Donc ça, il faut le penser. Et pour rester dans les exportations aussi, un souci qu'on a toujours tous, c'est les passeports. Obtenir les passeports dans un marché qui est beaucoup plus international, obtenir les passeports d'exportation ou les licences, on sait que ça prend des mois. Ça ne favorise pas non plus la fluidité pour les marchands. Donc ça fait partie de clairement de ces préoccupations dans un marché qui est devenu beaucoup plus international en France. Il nous reste 20 secondes. Peut-être un petit mot. Est-ce qu'il y a des réjouissances pour l'avenir, un petit peu de... Oui, alors c'est important parce que vu tout ce que je vous dis, je lisais un marchand qui dit mais moi je quitte la France, bon très bien, ou alors des jeunes marchands qui vont se décourager. Heureusement d'abord on a un métier de passion, oui. Donc on a envie de tout faire pour le continuer. Donc ce qu'il faut faire c'est s'adapter. C'est de voir comment on peut travailler différemment, rationaliser. Je comprends certains qui disent je ne vais plus avoir de galerie sur rue parce que je veux me focaliser sur des événements, sur des salons auxquels je participe. Les organisateurs de salons doivent s'adapter aussi, permettre un accès qui soit plus facile à des jeunes marchands ou des marchands qui n'ont pas les mêmes moyens qu'ils avaient peut-être une époque ou parce que simplement ils sont récents dans leur activité. Donc aujourd'hui c'est le grand challenge et c'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs au niveau de notre syndicat parce qu'il faut que cette profession continue à se développer, surtout dans un pays comme la France qui est très riche dans ce domaine-là. Bien sûr, et on terminera donc sur cette note positive. Merci beaucoup Christophe Yoko, vous êtes secrétaire général du syndicat des négociants en art. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous tous et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.